Je voudrais, au nom de toute la paix nationale, de Gilles Demarquet et Vincent Goutine, président et vice-président, remercier M. Jacques Joguet d'être venu ici. Jacques Joguet va nous faire une conférence de près d'1h30. On prévoira à la fin un temps de questions-réponses. Donc si vous voulez bien, si vous avez des questions, on préfère que vous attendiez la fin pour les poser. Monsieur Joguet, vous êtes aujourd'hui formateur dans l'ISFEC Sud-France, qui prend 3 ISFEC, dont Lyon et Grenoble. Vous avez été enseignant, vous avez été chef d'établissement et vous avez toujours eu à cœur de s'occuper des jeunes qui ont des besoins éducatifs particuliers. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous formez les enseignants au KPI. Le KPI, c'est le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Et je tiens à vous remercier en tant que parent pour faire cela, parce que les enfants qui en ont besoin, c'est important qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui aient cette formation. Donc, dans chacune de vos interventions, vous aidez à nous faire comprendre l'hétérogénéité des compétences de chacun de nos élèves et vous assurer avec force de conviction la promotion de l'éducation inclusive. Je voudrais dire, pour terminer, 2 choses. Vous intervenez souvent rue Saint-Jacques dans les formations écoles inclusives, et je sais que Isabelle Gros avait eu à cœur de vous faire revenir souvent, et je vous remercie pour faire cela. Et dire également que vous avez écrit un livre intitulé « L'éducation inclusive, concrètement que faire pour une école ouverte à tous, pour une école de l'excellence ». C'est paru en 2019 et bien sûr, il est à la vente à l'Espace Presse. Bon, je vois que j'avais pas mal positionné le micro, donc Monsieur Joguet, vous ne ferez pas faire cette erreur. Je vous laisse la place. Merci Monsieur pour cette introduction. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je ne vous cache pas que je suis très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous, car j'ai toujours eu plaisir dans ma carrière à m'adresser essentiellement aux parents d'élèves et qui, depuis de nombreuses années, sont considérés pour moi comme de partenaires, de vrais partenaires. En arrivant, j'ai reçu il y a quelques jours l'argumentaire du Congrès, et je ne vous cache pas que j'ai été très heureux de voir quelles étaient les questions que les parents posent aujourd'hui. Ces nouveaux chemins de réussite, ce changement, d'abord, ce changement, cette réflexion, ce questionnement sur l'évaluation, sur les notes, tout cela n'a pu que me dynamiser encore pour affiner cette présentation. Je reprends le terme du changement. Lorsque j'ai vu ce titre qui est apparu, je me suis dit, mais le changement. Le changement, je réalise que chacun d'entre nous, nous sommes des êtres de changement. Chacun d'entre nous, nous continuons à évoluer à partir de ce que les générations précédentes nous ont apporté. Je crois qu'à partir de là, nous pouvons dire que le résultat du changement, c'est l'être de culture que nous sommes. Et je crois que cet être de culture va se différencier essentiellement de ce que j'appellerais l'être biologique. L'être biologique, c'est-à-dire celui qui est simplement guidé surtout par un déterminisme. Si je regarde l'abeille mielleuse, par exemple, ça fait des temps immémoriaux que cet animal effectue exactement le même trajet. Chez nous, c'est totalement différent. Alors à partir de là, une question m'est venue, je me suis dit, mais ouais, qu'est-ce qui fait qu'il y aurait l'être de culture et l'être biologique ? J'ai pensé à Michel Serres, un philosophe dont j'ai toujours apprécié les prises de position, et en même temps, ça m'a permis de rebondir sur l'argumentaire, car Michel Serres dit « Une des clés de l'apparition de l'être de culture, c'est l'erreur. L'erreur est l'outil de base. L'animal se trompe très peu. Si l'animal commet une erreur, très souvent, il perdra la vie. Chez nous, par contre, l'homme est un être nidicole. Lorsqu'il apparaît au monde, lorsqu'il vient au monde, il est totalement dépendant de ceux qui l'entourent. Et c'est d'erreur en erreur, avec ses proches, qu'il va devenir cet être de culture, parce que, d'une manière verticale, il est équipé d'un certain nombre de gènes, comme dit Boris Cyrulnik, mais sur un plan vertical, ce sont les différentes écorces environnementales qui vont le permettre d'accroître, de se développer et de s'élever, en commettant toujours des erreurs. Et c'est l'erreur qui est ce matériau de base. Lorsque j'ai vu cela, mais je me suis dit, l'éducation inclusive, en particulier,
est aujourd'hui, je pense, une réponse qui peut certainement bénéficier de cette opportunité. Suite à ce changement, comment l'éducation inclusive peut se positionner? Le changement, on a vu, si je prends le virus il y a très peu de temps, on a vu que ce changement n'est pas linéaire. De temps en temps, il y a des accélérations. Et le virus a fait que pas mal d'éléments ont bougé dans l'éducation. Notre ministre parlait de continuité pédagogique. Je ne suis pas sûr, je n'épouse pas tous ces propos. Je dirais quand même qu'il y a eu une continuation de transmission des savoirs. La continuité pédagogique, c'est autrement plus ambitieux. Et aujourd'hui, une nouvelle opportunité apparaît qui peut provoquer un sacré changement, c'est la prise en compte par notre société de la diversité. C'est une réalité que l'école affronte de plein fouet, et cette réalité, il va falloir que l'on puisse y répondre. Et l'éducation inclusive peut certainement nous aider à faire ce pas en avant. Alors, je vais essayer de vous faire une présentation rapide. Je m'adresse essentiellement, bien sûr, je sais qu'il y a une majorité de parents d'élèves et d'enseignants. Je vais essayer donc de m'appuyer sur essayer de rejoindre certaines de vos attentes. Sans plus attendre, voici donc je vais vous présenter le plan que j'ai retenu. Donc, quelques textes pour vous montrer comment cette éducation inclusive, sur un plan légal déjà, est cadrée. Ensuite, l'éducation inclusive, qu'on se mette bien d'accord sur sa définition. Et troisième point, nous aurons quelques éléments sur sa mise en place, bien sûr en étant relativement rapide. Au niveau des textes qui cadrent cette éducation inclusive, excusez-moi, voilà, j'y suis. Ouais. Deux repères fondamentaux. Déclaration. Alors déjà, au niveau de l'image, vous voyez que je ne m'appuie pas sur l'hexagone. Je suis sur l'univers. Donc, quelque part, c'est un phénomène qui dépasse largement nos frontières. Énormément de lieux d'apprentissage, d'enseignement sont, si vous voulez, pris en compte par ce mouvement-là. Déclaration de Salamanque, nous sommes en 1994, à peu près 90 pays et un certain nombre d'organisations internationales sont réunies. Il va y avoir trois paroles fortes qui vont être prononcées. Premièrement, on va rappeler à tous les États présents la Déclaration des droits de l'homme de 1948 qui oblige à l'éducation de chaque jeune. Deuxième point très important, on va demander à ce que tout ce qui relève de l'enseignement spécialisé puisse glisser vers un enseignement inclusif vers les établissements classiques, écoles, collèges, lycées. Et troisième point, on va pour la première fois non plus parler de jeunes handicapés entre guillemets, mais de jeunes à besoins éducatifs particuliers. C'est la première fois que dans ces textes, dans ces discussions, dans ces partages, va apparaître cette réflexion, cette appellation. 1994. 2006, à l'ONU, rencontre à peu près, où sont présents à peu près 200 pays. Les pays signataires de l'ONU, plus des pays invités. Et là, on va redire avec force ce qui a été dit à Salamanque, et on va ajouter que le fait que des personnes soient en situation de handicap, ce ne peut être un frein à l'inclusion dans les établissements spécialisés, dans les établissements ordinaires, excusez-moi, classiques. Et là, il va y avoir une convention qui va être signée, qui va être d'abord rédigée, la convention 24, la CIDPH, et cette convention va être ratifiée par la France en 2010. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une convention, devant la loi, a valeur, c'est un texte juridique qui a valeur de loi. Ce qui fait que désormais, la France fait partie des pays républicains qui s'engagent dans cette dynamique sous, si vous voulez, la tutelle, quelque part, de l'ONU et de l'Europe. Parce que cette convention 24 est la première convention
qui a été signée par l'Europe, convention internationale signée par l'Europe au XXIe siècle. Tout ça pour vous montrer que, vous voyez, il y a un cadre législatif qui est très fort, qui cadre un petit peu cela. Rapidement, je peux vous dire que si vous êtes intéressé, vous irez voir sur Internet, en septembre 21, si je ne m'abuse, il y a une commission de l'ONU qui est venue en France pratiquer un audit sur la mise en place de l'éducation inclusive. Il y a un recueil de 20 pages qui a été rédigé, et une des conclusions dit attention à ne pas mettre en place des systèmes inclusifs qui ne pratiquent pas l'inclusion. Il y a donc ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, dans l'Hexagone, bien sûr, il y a des textes qui, en plus, vont légiférer les pratiques des enseignants aujourd'hui dans toutes les institutions scolaires. Donc, il y a bien sûr la loi de 2005, vous avez entendu parler. Il y a la loi de 2013, avec 3 apports importants, je vais revenir après. Il y a un texte sur le collège, il y a un texte sur l'ULIS, il y a un texte sur le KPI, il y a un texte, il y a les circulaires de rentrée 2020, 2021, et il y a ensuite le code pénal et le code de l'éducation. Alors, je vais très vite parce que je souhaiterais qu'on puisse avoir un peu de temps pour échanger. Alors, la loi de 2005, c'est très simple. Elle est fondée, bien sûr, sur des principes généraux de non-discrimination. C'est quelque chose qui est très important sous l'impulsion de M. Jacques Chirac. J'ajouterai que cette loi de 2005, pour simplifier, désormais, elle met en place pour tous les jeunes, le droit commun s'applique, plus la compensation dès que nécessaire. Donc désormais, on ne raisonne plus, aujourd'hui, en 2022, on ne devrait plus raisonner en termes catégoriels, c'est le droit commun qui s'applique. Pour vous donner un exemple de l'évolution de cette loi, Madame Sophie Cluzel, qui était dans l'ancien gouvernement, je ne sais pas si elle a reconduit ou pas, qui s'occupait de la prise en compte des personnes en situation de handicap, depuis 2017, son secrétariat est rattaché auprès du Premier ministre et ne dépend plus du ministre de la Santé. Ce qui fait que désormais, chaque fois que le gouvernement, je dis engagé, parce que je ne connais pas encore quels seront les préceptes du nouveau gouvernement, mais je suppose que sur ce plan-là, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, mais je doute qu'il y ait beaucoup de changements. Depuis 2017, toute loi, tout texte qui est mis en place, quel que soit le ministre qui en a la responsabilité, prend en compte, bien sûr, ces personnes à besoins éducatifs particuliers, parce que pour elles, c'est le droit commun qui s'applique, et automatiquement la compensation dès que nécessaire. Cela est inscrit donc dans la loi. Il faut que nous le sachions. Je rejoins très vite nos salles de classe. Ça va signifier la même chose, hein, que dès qu'un jeune a besoin, si vous voulez, d'une aide spécifique afin que le droit commun, c'est-à-dire qu'afin que la tâche qui est présentée à l'ensemble des élèves, qui puissent également se l'approprier, je vais expliquer après plus dans les détails, il va falloir mettre en place une compensation automatiquement. C'est la loi. Je vais très vite. Rappelez-vous, M. Vincent Peillon, ministre en 2013, loi de refondation. Un texte très important. Pourquoi? Je vois ici la première partie, la première phrase. M. Vincent Peillon montre bien, désormais, c'est l'inclusion scolaire de tous les élèves sans distinction. C'est-à-dire que loi 2005 faisait référence à des élèves en situation de handicap. Depuis 2013, la diversité est de mise dans nos établissements scolaires. Je reconnais que c'est quelque chose qui, si vous voulez, ça peut produire dans certains établissements une forme de petit séisme. Parce qu'il y a certains profils de jeunes aussi, mais alors, non, nous ne savons pas faire, ce qui est légitime, ce genre de questionnement. Mais au niveau des textes, depuis 2013, la diversité est de mise dans tous nos établissements scolaires, sans exception. Également, pour les enseignants,
Il y a un référentiel de compétences qui a été mis en place en 2013 et qui demande aux enseignants, bien sûr, d'adapter leur enseignement pour répondre au mieux aux besoins des élèves qui sont confiés. Je trouve important que vous, parents, sachiez bien un petit peu le cadre, vous voyez, autour de ce fonctionnement. Et j'ajoute qu'en 2013, il y a également un écrit très spécial sur l'engagement, la participation des parents à l'accompagnement de ce fonctionnement. Et d'ailleurs, ce texte-là, de 2013, va être, sera gravé dans le Code de l'éducation, hein, depuis 2013. Donc, votre rôle est quelque chose qui est fondamental, qui est inscrit dans les textes officiels et sur lequel on peut très bien s'appuyer lorsqu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est relativement peu pris en compte. L'enseignement au collège, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est propre au primaire. Hein. Il y a des textes qui montrent bien que nos collègues de collège sont tenus à prendre en compte cette diversité, sont tenus également d'adapter leur enseignement. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est pas quelque chose qui est limité à une tranche d'âge. Et on verra après le lycée concerné également. J'avance très vite. Donc l'ULIS a été mis en place. Alors l'ULIS, c'est un dispositif relationnel, l'ULIS, c'est un outil que je trouve remarquable, hein, c'est un dispositif qui permet de regrouper des jeunes avec des besoins spécifiques qui sont compatibles, j'ai envie de dire, et avec ces jeunes, on va pratiquer énormément d'inclusion, donc on va développer une chaîne de partenaires. J'ai passé beaucoup de temps en Bretagne, et les marins savent bien que la résistance d'une chaîne est équivalent à la résistance de son maillon le plus faible. Ce qui veut dire que dans une situation d'inclusion, tous les partenaires, quelque part, sont tenus à un réel savoir-faire. Parce que trop souvent, j'entends dire, mais l'inclusion, non, ça ne marche pas, il n'est pas prêt, il n'est pas d'accord, il n'est pas... Non, je pense que c'est très peu souvent le problème d'élèves, c'est très souvent un problème d'adultes, parce que ça demande un réel savoir-faire, ça demande un partage de compétences, ça demande un réel partenariat, c'est très très exigeant. Mais l'ULIS exige cette qualité de travail. Le KPI, alors le KPI c'est très intéressant, ça a été mis en place en 2017, et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, ça a pris la suite, ce qu'on appelle du KPSH. Et dans l'acronyme KPI, lorsque tout à l'heure on a présenté mon engagement auprès des gens qui préparent cela, l'acronyme KPI, écoutez bien, certificat d'aptitude pédagogique aux pratiques de l'éducation inclusive. Y a-t-il une référence catégorielle? Il n'y en a plus. C'est terminé. On ne parle plus de tel ou tel type d'élèves. On a maintenant une formation aux pratiques à l'éducation inclusive. Ce qui, pour moi, montre bien qu'il y a une dynamique qui se met en place. Préalablement, c'était un KPSH, certificat d'aptitude professionnelle aux élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, il n'y fait plus référence. Éducation inclusive. On est en train de casser la catégorisation. C'est une sacrée avancée. Autre avancée du KPI, c'est une formation, bien sûr, qui ne se limite plus à la fin de l'école primaire, qui concerne les professeurs de collège, bien sûr. On peut ajouter une des spécificités du KPI, c'est que désormais, tout enseignant qui est titulaire de ce KPI se prépare en gros, malheureusement, bien souvent en moins d'une année scolaire, hein, à partir de 10 mois des fois de formation, c'est très rapide par rapport à un KPSH où il y avait à peu près 3 ans de formation en moyenne. Le professeur qui est titulaire devient un professeur ressource. Donc c'est un nouveau partenaire qui est dans l'école, non seulement dans l'école qui est sur un secteur, et à qui on peut faire appel lorsqu'on a besoin de questionner une situation qui demande une réflexion approfondie. Ça devient un partenaire incontournable. C'est important de savoir que sur un secteur, par rapport à des questions que l'on se pose sur l'accompagnement d'un jeune, bon, il y a des gens qui sont là, qui sont formés pour aider au questionnement et pour aider à un accompagnement de qualité pertinent. Je fais marche arrière, c'est pas ce que je souhaite.
Voilà. Alors, nous arrivons à l'école inclusive. Non, l'école inclusive, le premier texte, en 2019, création des PIAL. Bon, les PIAL, je suppose que c'est comment on veut dire, c'est un outil à géométrie variable. Selon les secteurs, il est très développé. Dans d'autres, il n'est pas encore développé. Mais disons, c'est une plateforme qui voudrait essayer de recentrer les moyens à disposition, en particulier peut-être la gestion du personnel AESH. Là aussi, un partenariat par rapport à des questions délicates. Mais c'est bon, actuellement, la mise en place est encore un petit peu balbutiante, mais ça, dans les secteurs, c'est très développé. Ce qui est intéressant, on dit bien également, dans ce texte de 2019, vous voyez, qu'on doit viser une scolarisation de qualité de la maternelle au lycée. Donc, tous nos cycles d'enseignement sont pris en compte par ces nouveaux dispositifs. Et bien sûr, le livret de parcours inclusif a été lancé en 2019 et commence à se mettre en place maintenant, on y reviendra éventuellement. Alors, circulaire de rentrée 2020, rappelez-vous la période, et là, il est très intéressant de voir ce que notre ministre a mis en avant. Vous voyez, identifier les besoins propres à chaque élève, y répondre de manière personnalisée. Ces besoins peuvent consister en une réponse pédagogique, un soutien social ou un accompagnement psychologique. Donc vraiment, on a essayé d'avoir une vue relativement exhaustive de la prise en compte du jeune. C'est quelque chose qui est intéressant, qui est peut-être un petit peu nouveau pour certains au niveau de texte officiel, pourquoi pas. Et avec l'organisation en pôle inclusif, on dit bien, l'objectif est de réaliser pleinement le projet d'une école inclusive permettant de personnaliser le parcours de chaque élève. Bon, on ne peut que se réjouir de textes comme cela. 2021, école, circulaire de rentrée, lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont moins pour assurer égalité des chances, en veillant à la pleine santé de tous. En donnant plus à ceux qui ont moins, c'est très sommaire. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, un jeune enseignant qui aujourd'hui lit ce texte et rencontre sa classe avec la diversité des jeunes, pas facile de mettre en place sa pédagogie, j'ai envie de dire. Bon, quelque chose de plus sommaire. Voilà. Donc, je viens de balayer rapidement quelques textes, bien pour vous montrer, chacun d'entre vous, que ce qui est mis en avant aujourd'hui, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une mode, c'est une aspiration qui dépasse largement nos frontières, qui est cadrée par les textes. C'est important, je pense, de pouvoir faire référence à ces textes, et surtout dans nos équipes, où parfois, on peut oublier cet apport. À partir de là, éducation inclusive. Une définition. Pour vous donner une définition, j'ai envie de dire d'abord, je vais essayer de vous montrer ce qu'elle n'est pas, l'éducation inclusive. Ce n'est pas du tout un fonctionnement réservé aux seuls élèves en grande difficulté. Même, bien sûr, s'ils seront pris en compte. Mais tous les élèves, sans exception, aujourd'hui, sont concernés par la mise en place de l'éducation inclusive. Il m'arrive encore de rencontrer des chefs d'établissement me disant « Ah mais non, nous on n'est pas concernés, on n'a pas d'élèves en grosse difficulté. » C'est des propos que j'entends trop souvent encore. Deuxième remarque, l'éducation inclusive, ce n'est pas un fonctionnement qui concernerait les seuls enseignants spécialisés, même s'ils sont bien sûr concernés au premier chef, mais tous les enseignants, quel que soit leur lieu d'exercice, sont concernés aujourd'hui par l'éducation inclusive. Donc un enseignant qui, quelque part, ferait de la résistance par rapport à cela, peut très bien se trouver hors la loi de par les textes. Troisième remarque, ce n'est pas un fonctionnement qui concernerait que les personnels AESH, même s'ils sont concernés. Tous les personnels de l'établissement scolaire, les ASEM, les personnels techniques, les personnels administratifs, les personnels de direction, sont concernés par la mise en place de l'éducation inclusive. C'est un enjeu énorme qui se joue aujourd'hui parce qu'on a besoin d'une réelle cohérence. À partir de là, posons une définition. C'est un fonctionnement qui n'exclut personne, qui met en place des dispositifs adaptés pour tous, selon les besoins de chacun, qui vise à accroître la participation et optimiser les apprentissages. Ce n'est surtout pas un nivellement par le bas, comme on peut entendre.
Au contraire, c'est un fonctionnement qui a pour but d'élever chacun avec sa singularité. Ce n'est pas évident. Mais voilà ce que c'est. Et venant de Lyon, je ne pouvais m'empêcher de faire référence quand même à Charles Gardou, qui a une définition que j'aime beaucoup, qui dit très bien, c'est une capacité collective à conjuguer les singularités. La barre est haute. Mais ça, vous vous en doutiez déjà. Donc voilà vers quoi tend cette éducation inclusive. Et au niveau des enjeux, il est évident que l'éducation inclusive a pour but premier de diminuer le nombre d'élèves qui pourraient se retrouver en situation de décrochage. Vous savez très bien que chaque année chez nous, selon les estimations qui sont faites, il y a entre 80 et 120 000 jeunes qui, au niveau en fin de troisième, quittent le système scolaire sans aucune reconnaissance. C'est insupportable. Ensuite, il y a combien de jeunes dans nos classes qui restent dans nos classes, mais qui se retrouvent en situation de décrochage. Vous avez bien entendu, je n'ai pas dit ce sont des décrocheurs. Ce sont des élèves qui, pour des raisons plurielles, familiales, sociales, scolaires, se retrouvent en dehors du système. Alors certains, vu une certaine docilité, restent dans le cadre de la classe, et d'autres se retrouvent en dehors. C'est insupportable. Vous voyez ? Mais, et ça, l'éducation inclusive a pour but, bien sûr, de diminuer ces chiffres-là. Et c'est possible, on le voit régulièrement. Alors, l'éducation inclusive, vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose qui est très exigeant. Et ça va obliger, quelque part, à l'ensemble des partenaires, on ne peut faire l'économie d'une réflexion de ce qu'on appelle nos paradigmes, c'est notre cadre de pensée. On ne peut faire l'économie d'un questionnement. Alors, par exemple, j'ai mis concept clé. Un concept, je ne vous apprends pas, je peux rappeler. Un concept est une notion qui ne se réduit pas en termes de vérité ou de fausseté. Un concept oblige à poser un problème, oblige à passer par le sens, à questionner. Et là où nous sommes dans notre environnement, on va questionner en tenant compte de notre environnement. Et un concept est une notion qui, bien sûr, va évoluer, va cheminer. Donc on est vraiment dans la réflexion. Et cette réflexion, on va devoir la conduire. Alors, les termes qui relèvent du concept, il y en a plusieurs. Si je prends, mettons, le handicap, vous avez la définition qui se trouve dans la loi de 2005. Alors, cette définition, qui a été une avancée extraordinaire, je trouve. Moi, j'ai eu la chance de la vivre sur le terrain. Et c'est une bascule, pour moi, une bascule à 180 degrés qui s'est opérée. Désormais, ce qu'on définit pour le handicap, c'est une limitation de participation. Donc, on est en train de participer, on est actif. Oui. Limitation de participation dans un environnement donné. Et cette limitation peut être substantielle, provisoire ou durable. Provisoire, substantielle ou durable. Une limitation de participation. Soyons ambitieux. C'est une définition, je crois, qui est fédératrice. Connaissez-vous beaucoup de personnes dans votre entourage qui, à un moment ou à un autre, ne sont pas en situation de limitation de participation? Les chiffres officiels disent en France 12 millions de personnes diagnostiquées, entre parenthèses, reconnues. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, la limitation de participation, je pense que c'est quelque chose qui est fédérateur. Nous sommes tous, face à des situations comme celle-ci. Donc cette situation cette définition qui se limitait à des personnes diagnostiquées, on peut faire tomber ces barrières-là. Et c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc dans une salle de classe aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, un professeur de collège me disait « Ah oui, pour les élèves diagnostiqués, j'ai mis ça en place, et pour les autres, nous sommes dans un enseignement tranquille, frontal. » C'est terminé. Aujourd'hui, tout un chacun, dans une salle de classe, un jeune, pour des raisons bien sûr non diagnostiquées, entre guillemets, peut être en limitation de participation. Donc on va se retrouver dans ce cas de figure-là. Vous voyez ? Donc au niveau des équipes, certainement un concept à questionner.
situation de handicap. Alors, il est évident que le concept a cheminé. J'ai un petit schéma que je vous présente. Vous reconnaissez, alors, une situation de handicap, oui, et je me dis, j'aurais très même pu ajouter, c'est une situation d'apprentissage, c'est un petit peu la même réalité. Oui, nous allons retrouver voilà, un schéma classique de ce qui se passe dans nos salles de classe, par exemple. Hein, vous avez un jeune qui est, oui, il a des points d'appui, donc capacité d'action, puis en même temps il a des limites. Et j'ai envie de dire que la résultante de toutes ces interactions va créer ce qu'on appelle aujourd'hui une situation de handicap. Et la nouveauté, c'est que désormais, nous, adultes, nous sommes au cœur de la situation. Préalablement, cet élève-là était un élève qui était qualifié d'handicapé, par exemple, son suivi était très médicalisé et quelque part c'était son problème. C'est une notion, une réflexion qui aujourd'hui est totalement caduque. Ce jeune aujourd'hui, il est au cœur d'une situation dont nous faisons bien sûr intégralement partie. Et selon nos actions, selon nos choix, nous pouvons entraver ou favoriser le développement de cette situation. Et ça, c'est très intéressant. Et on voit tous les jours des situations où, selon le contexte où on va se retrouver, selon l'environnement, qui devient, hein, cette écorce environnementale dont parle Boris Cyrulnik, selon l'établissement, il est évident qu'on va avoir des réponses plus ou moins pertinentes pour l'accompagnement d'un jeune. Et là, il y a un certain nombre de leviers à nos dispositions. Donc voilà comment on a eu ce cheminement qui s'est fait du handicap à la situation de handicap. Les besoins éducatifs particuliers, une notion dont on entend beaucoup parler. Concrètement, simplement, qu'est-ce que c'est un besoin éducatif particulier? Quand on a vu ce qui s'est passé, ce que j'ai dit précédemment, ce sont les besoins nécessaires de tout élève dans son environnement pour participer pleinement. Et ça, aujourd'hui, c'est une réflexion que mènent un certain nombre d'équipes qui sont dans cette dynamique. C'est essayer de balayer un petit peu la personnalité de ce jeune, vous voyez, en dépassant un certain nombre de barrières, pour identifier quels sont ses besoins. Je schématise, lorsqu'un jeune est en difficulté, cette difficulté que nous constatons de visu est un signal fort que nous donne ce jeune. L'enseignant va se saisir de ce signal, qui est la difficulté, pour essayer d'identifier l'obstacle sous-jacent. N'allons pas confondre la difficulté et l'obstacle. Un élève qui ne lit pas en fin de CP, c'est une difficulté. Quel est l'obstacle sous-jacent? Pour grand nombre d'élèves, l'enseignant, de par sa posture professionnelle, son savoir-faire, va identifier l'obstacle. Pour certains élèves, l'identification de l'obstacle va demander une investigation plus approfondie. Appel aux collègues, chefs d'établissement, partenaires, enseignants en référent, enseignants en ressources, partenaires extérieurs avec une compétence spécifique pour identifier l'obstacle. Et une fois que l'obstacle est identifié, on se dit, pour aider l'élève à passer l'obstacle, à quel besoin doit-on répondre? Et ça, quelque part, vous voyez, on sent qu'il y a un sacré professionnalisme dessous, en particulier sur les formations d'enseignants KPI qui donnent cette formation, et j'espère que de plus en plus ça fera florès et que beaucoup d'enseignants maîtriseront cela. C'est rapidement la dire. Donc aujourd'hui, pour résumer, toute difficulté chez un jeune est à considérer en termes d'obstacle. La compensation, j'en ai parlé tout à l'heure, vous voyez, c'est un aménagement spécifique hein, qui se fait de plusieurs manières. Hein. Bon, il y a une compensation humaine, matérielle, animalière, etc. Mais surtout, ce n'est pas une charité qui est faite, c'est la loi qui s'applique. Je vais très vite aussi pour nous laisser du temps. Je mets dessous, vous voyez. Pour toutes ces personnes-là, ce qui est intéressant, pour chacun d'entre nous, j'ai envie de dire ce qui est intéressant, heureusement qu'il y a une égalité entre nous, c'est ce qui fait notre richesse. Mais vivre une égalité subjective sans être identifié par l'inégalité. On a encore trop tendance à qualifier, à avoir quelques qualificatifs qui sont inacceptables. Un concept
qui, je crois, est au cœur de l'éducation inclusive, l'accessibilité. Lorsque le texte de 2005 est sorti, on a surtout focalisé sur l'accessibilité matérielle. Depuis, au niveau de l'OMS, tout cela a cheminé. Et aujourd'hui, c'est l'accessibilité universelle, accessibilité pour tous, à tout. Entrons dans nos salles de classe. Lorsqu'une séance est mise en place, lorsqu'une tâche est proposée, l'enseignant doit veiller à ce que cette tâche soit accessible à tous les élèves. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il est évident que cette accessibilité va être graduée selon les potentialités de chacun. Il est évident que les objectifs mis en place suite à une tâche vont être personnalisés et vont être gradués. Il est évident qu'une compétence se décline en degrés de maîtrise. Tous les élèves n'ont pas le même degré de maîtrise pour une compétence. Il n'est écrit nulle part. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une classe de CE2 où on travaillait à la découverte de la compétence résolution de problèmes mathématiques. Et les propositions qui étaient faites allaient d'élèves qui travaillaient sur le dessin d'une phrase de la situation problématique, d'autres passaient à un schéma, jusqu'à un groupe d'élèves qui solutionnait la situation mathématique et qui imaginait une situation similaire dans un autre contexte avec le même outil opératoire. Lorsqu'il y a eu le temps de bilan et d'échange des travaux, on s'est aperçu que tous les élèves étaient entrés dans la compétence résolution de problèmes à des degrés divers de maîtrise. Ça, c'est un savoir-faire. Donc, accessibilité généralisée et participation effective à la vie sociale doit être pensée pour les apprentissages. Aujourd'hui, ce qu'on ne demande pas, on ne demande plus de normaliser les élèves. Il fut un temps, on faisait en sorte que tout le monde arrive au même objectif, ce qui était un leurre. Aujourd'hui, on va plutôt tenter de normaliser les milieux de vie, afin que chacun puisse y être reconnu avec sa singularité. Sacré enjeu, mais passionnant. Soufflons un petit peu. Je prends ce dessin de Pancho dans Le Monde, qui me sert pour une autre image. J'étais il y a une quinzaine de jours avec des étudiants qui sont en 3e année de licence, 27 étudiants. Je leur propose ça, et je dis maintenant, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui fait obstacle à ce que cette personne aille travailler ? 13 étudiants. Cette personne ne peut pas travailler parce qu'elle est à mobilité réduite en chariot. Les autres, parce que c'est l'escalier qui fait obstacle. La difficulté de ce que nous essayons de questionner aujourd'hui, c'est que les lois, tous les textes qu'on a vus, bien sûr, sont nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Parce que cette évolution s'adresse à quoi? Questionne quoi? Questionne nos représentations. Et là, on a vu que dans cette descendance verticale qui nous habite, nous avons un sacré paquet de gènes, chromosomes, tout ce qu'on veut, et quelques casseroles, qui sont bien installées, et qu'il va falloir faire bouger. Nos représentations, c'est pas simple. Et ce schéma s'appuie surtout sur une enquête qui a eu lieu il y a une dizaine d'années dans des pays nordiques, qui avait une image équivalente, et en haut, c'est un cinéma. On disait, qu'est-ce qui fait que cette personne ne veut pas aller au cinéma? 96% des personnes répondaient parce que il y a un escalier. Et la même enquête faite dans des pays du Sud, Italie, France, Espagne, on arrive à 52 ou 53% des personnes qui répondaient c'est l'escalier. Pour tous les autres, c'était le fauteuil. Problème de culture. Et j'ai un bon ami norvégien qui me rencontre souvent et qui me dit alors tu en es où par rapport au handicap? Parce que chez eux, en Norvège, ça n'existe pas ce mot. Dès qu'un jeune naît, il est prêt avec sa spécificité, sa singularité. Les compensations, les accompagnements sont mis en place automatiquement. On ne se questionne pas. Donc voilà, quelque chose à faire réfléchir aussi à l'occasion. La mise en place, rapidement, je vais... J'ai mis quelques points essentiels. Réflexion en équipe, conduite d'une séance, choix pédagogique. Réflexion en équipe. Alors, bien sûr, pour moi, la priorité des priorités, c'est l'actualisation du projet. Le projet éducatif, c'est un petit peu la boussole de l'établissement.
Et c'est surtout le contrat tacite qui vous lie, qui va lier les parents à l'établissement. Et aujourd'hui, je crois que dans beaucoup d'établissements, il faut absolument, comme priorité, qu'on décide de... Si je suis pessimiste, je dis dépoussiérer. Si je suis optimiste, je dis d'actualiser le projet d'établissement. Et là, bien sûr, parents, vous êtes les partenaires tout désignés pour être force de proposition, pour être écoutés. C'est comme ça qu'on va définir un partenariat. Et dans ce projet, si on parle de partenariat, il ne faut pas que ce terme-là ne soit qu'un simple habillage. Il faut que ce terme soit décrypté d'une manière concrète. Être partenaire, ça veut dire quoi? Une récente enquête montre qu'à peu près, il y a plus de 50% de parents dont l'élève est concerné par un PPS qui ne savent pas du tout quelles sont les dispositions mises en place dans ce projet d'accompagnement. Ce n'est pas normal. À peu près 80% des parents sont à même de passer des informations sur des difficultés que rencontrent leurs jeunes, et très souvent dans les écoles, ces difficultés qui sont amenées par les parents sont difficilement prises en compte parce qu'il y a un déficit d'écoute. Donc parents et enseignants et chefs d'établissement, bien sûr, quand vous allez vous atteler à ce chantier, mais beaucoup sont en cours, je sais bien, que chacun soit reconnu à sa place. C'est très important. Voilà, nous arrivons donc au partenariat. Le partenariat s'impose. Ce partenariat, donc, on va essayer de le définir. Complexité de la tâche, bien sûr. Alors, je vais en donner comme un exemple rapide. Je vous ai parlé de la pluralité des besoins dans une classe. À partir du moment où on décide de reconnaître la singularité. Alors, jusqu'à présent, il y avait une technique, entre guillemets. On dit, bon, mais aujourd'hui, dans ma classe, l'enseignant consciencieux préparait sa séance. Ça pour ce groupe, ça pour celui-ci, c'est déjà pas mal, et tous les autres feront ça. Alors pour les élèves, quand on présente, mais écoutez, vous allez faire ce travail-là, par contre vous, ça va être ça, et vous, ça va être ça. C'est comme si on maniait un projecteur, et on stigmatisait, on en remettait une couche. Les élèves savent très bien ce dont ils sont capables. Ils n'ont pas besoin systématiquement d'entendre ce qui fait, si vous voulez, leur singularité et une différence relationnelle qu'il peut y avoir entre l'un ou l'autre d'entre eux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est également banni. Qu'est-ce qui est mis en avant? Ce qui est mis en avant, c'est une tâche commune, où tous les élèves vont être associés par des entrées qui peuvent s'avérer plurielles, qui peuvent être intéressantes, au niveau des supports, des temps d'attention, tout ce qu'on veut. Et à partir de là, on va proposer des réalisations à des niveaux différents, avec des objectifs personnalisés. Et on va faire en sorte que les élèves, d'eux-mêmes, ça se passe très bien, lorsqu'il faut entrer en activité, en réalisation, rejoignent le lieu, quelque part ce lieu qui sera en phase, excusez-moi, je prends un terme un petit peu de notre spécificité enseignante, on va le transformer, de leur zone proximale de développement, qui rejoignent un lieu où, avec d'autres, ils vont être capables de mener à terme certaines tâches et d'atteindre certains objectifs. Parce que ce qui est premier, c'est que les élèves puissent atteindre l'objectif qui est posé. Donc on aura différentes propositions. Vous allez me dire, oui mais d'accord, mais il y a certains élèves qui vont prendre un malin plaisir à aller vers des tâches beaucoup plus simples que ce leur potentiel permet. Vous savez, dans une classe, il y a quelque chose qui est imparable. C'est le regard des autres. Et l'élève qui va s'amuser une fois, deux fois, après il va bouger, et l'enseignant est là avec son savoir-faire pour guider, accompagner. Alors je crois que désormais, tu pourrais peut-être rejoindre ce groupe-là. Donc on va travailler un petit peu comme ça aujourd'hui. Donc nous sommes davantage dans de la complexité. La complexité, je vous rappelle ce qu'en dit un grand spécialiste chez nous, hein, c'est Edgar Morin, qui n'est pas tout jeune, mais qui dit encore, la complexité, qu'est-ce que c'est? C'est penser sans clore les concepts, c'est relier, veiller à essayer toujours de relier ce qui est disjoint et raisonner avec la localité, salle de classe, la singularité, l'élève en cause, et la temporalité, le moment où ça se passe. Et Edgar Morin ajoute, la complexité appelle la stratégie et non pas la méthode. Et oui, très souvent, on a utilisé des méthodes. Et des méthodes, ce sont souvent
des pratiques qui peuvent être intéressantes, mais qui sont relativement figées. Là, nous sommes dans la stratégie. On va développer des possibles et on va faire bouger un petit peu tout ça. Je vais plus vite, j'aurais pu prendre du temps pour développer, mais voilà ce que c'est, dans la complexité. Alors, quelque part, ça dérange, mais c'est ô combien passionnant, intéressant et enrichissant. Et surtout, ça apporte des réponses à la diversité. Qu'on dit enjeux, piliers, bon là, je vais passer très vite. Hein. Les enjeux, être reconnus comme apprenant, c'est fondamental. Ce jeune qui arrive dans notre salle de classe, c'est un jeune porteur d'une histoire, et il faut qu'il sente tout de suite qu'il est reconnu comme apprenant. Donc, il a un certain nombre de connaissances, même si elles sont aux antipodes de ce qu'on peut attendre. En plus, que se passe-t-il dans nos salles de classe? Il y a des élèves qui arrivent avec les clés en main. Il y a cohérence entre le milieu familial et le lieu d'apprentissage. Ces élèves-là, l'enseignant a un rôle fondamental, mais c'est quelque chose qui est relativement simple à accompagner. Cet élève, il a les clés. Par contre, il y a combien d'élèves qui arrivent et qui sont issus de milieux où ils n'ont pas eu les clés du tout de notre système? Et dans ce cas, très souvent, on s'aperçoit que l'écart social devient un écart scolaire. C'est aujourd'hui inacceptable. Et hier, on faisait référence à la table ronde à Pisa, et même Pisa, là-dessus, les résultats sont terribles. Au niveau chez nous, hein, la déficience sociale devient la déficience scolaire automatiquement. On mettrait... Un petit exemple, j'écoutais l'autre jour un proviseur d'un gros lycée du nord de la France qui disait « En temps normal, lorsque tout va bien, nous faisons en sorte de maintenir les écarts. Pendant la pandémie, ça s'est écroulé. » Un monsieur respectable, proviseur d'un gros lycée, en temps normal, l'objectif, c'est de maintenir les écarts. J'étais abasourdi. Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant à prendre en compte. Donc aujourd'hui, dans nos établissements, s'il n'y a pas une main salvatrice, le savoir-faire de l'enseignant de l'équipe, qui est là pour aider ce jeune à découvrir, à se saisir des clés de notre système, je crois que nous allons passer à côté des missions fondamentales, c'est prendre en compte cette diversité. L'enjeu est de taille. C'est ça que j'entends par être reconnu comme apprenant. Ça va jusque-là. Là aussi, il faut le décrypter dans un projet. Être dans le désir d'apprendre. Et oui, nos jeunes sont des êtres de désir, ce ne sont pas que des êtres de savoir. Et pour être dans le désir d'apprendre, je pense qu'ici, aujourd'hui, vous qui êtes venus à ce congrès, vous êtes venus parce que quelque part, vous imaginez que vous allez tirer un bénéfice de ces journées en termes d'idées, quoi que ce soit. Et à partir de là, vous vous dites, oui, je sais comment je vais en tirer bénéfice, donc j'y vais, je me jette, je fais l'effort. Beaucoup de nos jeunes manquent de visibilité dans les tâches auxquelles on les amène à s'exprimer. Et beaucoup de nos jeunes, avec une image, une estime d'eux-mêmes sacrément en place, disent « moi, je ne fais pas de saut dans le vide. Je me protège. » Besoin de sécurité, bien montrer ce qu'un objectif permet, autorise, etc., etc. Je passe parce que je pourrais passer beaucoup de temps pour le détailler. Être dans le désir d'apprendre. Réaliser un effort dès que nécessaire. Déclencher l'effort. Pour moi, ce qui m'a toujours passionné dans l'enseignement, ça n'a pas été, j'ai enseigné pendant 40 ans, enseigner l'accord de l'adjectif qualificatif, c'est pas drôle, hein. Par contre, au bout de 40 ans, la dernière année, se dire cet élève-là, j'aimerais qu'il réalise ce que la maîtrise de cette règle peut lui permettre pour s'exprimer, pour ci, pour ça, et l'amener à déclencher l'effort. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable. Donc, réaliser cet effort. Et aujourd'hui, il y a un relatif consensus là-dessus qui se fait pour dire que ce qui est très important quand un élève est dans la tâche, c'est que très vite on revienne sur lui pour conforter, lui dire si vraiment il est dans la bonne direction et s'il se fourvoie. Ne pas laisser un élève passer un temps trop important sur une tâche et pour qu'il se rende compte à la fin qu'il a fait fausse route. On demande de venir rassurer. Je renvoie à la pyramide de Maslow, encore spécifique, hein, besoin de sécurité, besoin, etc. On y est en plein. Il y a des exercices, il y a des savoir-faire qui sont très importants. Mettre en lien les différents... Alors ça, pareil, au niveau des clés,
Regardez chacun d'entre nous. Hier soir, on a passé une soirée extraordinaire, on a écouté des gens brillants. On se retrouve à table, on en parle, on échange, on établit des liens, on fait référence à tel autre contexte, à telle lecture. Tac, tac, nos connaissances se mettent en place. Ça, c'est une clé. Nous avons des élèves dans nos classes chez qui cette clé n'est pas activée du tout. Intéressant, dès la maternelle, suite à une lecture d'album, montrer à quoi cela peut nous faire penser. Dans toute autre classe, comment on peut faire un lien avec tel apprentissage, en mettant ça bout à bout, ça nous permet ou alors ça nous questionne pour aller de l'avant. Fondamental. Tous les élèves n'ont pas cette clé. Il faut qu'elle apparaisse dans l'éducation inclusive. Goûter au plaisir de la réussite. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le corollaire de l'accessibilité. Quand on dit accessibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que le jeune puisse atteindre l'objectif qui a été mis en place. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il va goûter la réussite. La réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouissance, il y a un instant qui est sacrément intéressant. Et c'est cette satisfaction qui va amorcer la pompe de la motivation. À partir de là, j'ai fait un effort, j'en tire le profit, j'ai l'énergie pour repartir et la pompe est amorcée. Il y a trop d'élèves dans nos classes qui ne connaissent pas suffisamment la réussite. Donc, vous voyez, c'est très cohérent par rapport à des objectifs personnalisés en lien. Là, nous sommes dans la stratégie et dans la complexité. 4 piliers, je passe très vite. C'était le conseil scientifique présidé par M. Dehaene qui a mis ça en place. C'est très intéressant, on verra bien. Vous les connaissez, je laisse passer tout ça. Je reviens sur le retour d'information dans les 4 piliers. Le 3e, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'un élève ait ce retour d'information de manière le plus régulière possible afin qu'il soit conforté dans la tâche qu'il entreprend. Choix pédagogique, quelques repères, temps d'anticipation, phase de découverte, temps de réalisation, retour d'information. Je vais laisser ça, temps de bilan, c'est plus spécifique à des enseignants, le temps est compté, je vais passer là-dessus. Pour terminer, j'ai pris une phrase de Nelson Mandela. À l'école aujourd'hui, quelque part, un élève ne devrait jamais, quelque part, rentrer en disant aujourd'hui, ça n'a pas marché, ou etc., ou j'ai perdu. À l'école, on marque ici, vous voyez, soit j'ai gagné, soit j'ai réussi, soit j'ai appris. Et dans les temps précédents que je vous ai montrés, quand il y a un temps de bilan, c'est le temps où on va analyser ce qui s'est passé. Et on peut dire, le jeune peut dire, je n'ai pas atteint l'objectif qui a été posé. D'accord. Mais si je n'ai pas atteint cet objectif, je vais identifier l'obstacle. Et si je sais ce qui fait obstacle, c'est quelque chose qui est énorme, c'est un apprentissage. La prochaine fois, je vais pouvoir modifier tout cela. Dans cette présentation qui a été très rapide, j'ai oublié une seule chose sur laquelle je reviens, je vais peut-être sauter à pieds joints dessus, c'est pas grave, tellement ça a été mis en avant dans l'argumentaire du Congrès, c'est l'évaluation. Je veux rendre hommage aussi au propos de M. Antipi, hier après-midi, hier soir, dans la table ronde, qui a parlé avec beaucoup de pertinence de ce qu'était l'évaluation, et j'ai aimé ses propos. L'évaluation, dans l'école inclusive, pour moi, d'abord, on n'évalue pas un élève. Chacun sa tâche. Dieu le Père a de quoi faire. Notre affaire, c'est d'évaluer des productions d'élèves ou des performances d'élèves. Et pour moi, l'évaluation, c'est, en premier lieu, c'est le poisson pilote de l'enseignant. L'enseignant vaut très peu l'inspecteur aujourd'hui. Par contre, il n'a pas beaucoup d'éléments pour apprécier la pertinence ou l'insuffisance de ses choix pédagogiques. Il y a un couperet qui est, pour moi, remarquable, un outil, c'est l'évaluation de la performance d'un élève. Si l'élève a atteint l'objectif posé, quelque part, ça peut valider tous les déroulements pédagogiques mis en place par l'enseignant. S'il s'avère que l'élève n'atteint pas l'objectif qui a été posé, ça signifie quelque part que l'élève, sur son chemin en réalisation, a rencontré un obstacle, a été en but à un obstacle. Soit cet obstacle n'avait pas été anticipé, soit il n'a pas été identifié, et ça demande à l'enseignant, avec beaucoup d'humilité, de responsabilité, de reprendre son fil pour cibler où se trouve la faille. Donc, poisson pilote pour l'enseignant. Une évaluation n'est surtout pas
l'attente de la conformité à une réponse attendue par l'enseignant. Et je reprends les propos de Mme l'inspectrice hier soir en table ronde qui rappelait l'étymologie. Évaluation, c'est montrer la valeur de quelque chose. Et en plus, pour moi, évaluation, ça va montrer une évolution. Et chez l'élève, l'évolution, toujours pareil. L'élève qui a les clés. Lorsque vous lui rendez une évaluation d'une production, il n'a pas besoin de vous pour en tirer les conséquences. Il sait très bien comment mesurer ce qui s'est passé depuis la fois précédente et organiser son futur proche. Par contre, l'élève qui n'a pas les clés, il est important qu'avec cet élève, on lui fasse prendre en compte l'écart. Un écart crée du commun, toujours. L'écart entre la production précédente et la production actuelle. Je m'appuie sur des sportifs, par exemple. Je sais qu'il y a des sportifs parmi vous dans la salle. Un élève a réalisé telle performance il y a tant de temps. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve, il réalise telle performance. Alors, j'améliore ou pas? L'écart. Oui, c'est mieux. Qu'est-ce qui fait que ça a été amélioré? Dès qu'on nomme ce qui a permis l'amélioration, l'élève, quelque part, ça y est, il a une clé pour aller de l'avant. Il y a eu une baisse, pareil. Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va pouvoir corriger, on pourra aller de l'avant. Voilà ce qu'est une évaluation pour un élève. Mais il faut lui en donner les clés si nécessaire. Et il est évident que l'évaluation doit être personnalisée. Vu que les objectifs sont personnalisés, l'évaluation est personnalisée pour que nous soyons cohérents. Oui. Et là-dessus, mesdames et messieurs, je m'adresse en particulier aux parents d'élèves et aux enseignants, à tout le monde, il faut que notre communication soit très précise pour que des parents, comme j'ai entendu il y a peu de temps, grimpent au rideau quand ils apprennent que dans la même salle de classe, pour la même évaluation, il y a des demandes qui vont différer d'un élève à l'autre, et un élève qui apparemment aurait des possibilités moindres a une évaluation qui lui apporte un nombre de satisfaction, alors qu'un élève relativement plus performant se retrouve avec une évaluation qui montre une baisse, qu'il faut questionner cela. Gros travail de communication au sein de nos établissements. Voilà. Avant de conclure, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, je n'ai pas pu voir. Et je vous donne la parole, bien sûr, pour essayer Je suis désolé d'être allé si vite, mais voilà, j'espère que ces petits éléments peuvent vous aider. N'hésitez pas à prendre la parole et à questionner, bien sûr. C'est normal. Merci, mais je prendrai 2 minutes pour conclure. Allez-y. Juste avant de passer la parole à la salle, vous dire juste que on pensera tous lors de la messe cet après-midi à M. Antibi. Je voudrais juste rappeler aussi, parmi ses propos hier, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la confiance. Et je crois que c'est très important, puisque nous, parents d'élèves, on est partenaires complètement de la communauté éducative. La confiance, effectivement, entre nous, avec les chefs d'établissement, les enseignants, et de même, les enseignants envers les familles. Maintenant, on peut passer aux questions-réponses. Qui voudrait poser une question? Alors, je ne sais pas si on a un micro qui se promène. Si. Merci. Oui, bonjour. J'aurais voulu quelques précisions sur l'école inclusive en lycée professionnel aussi, notamment. Comment on peut amorcer cela et accompagner aussi, parce qu'on parle beaucoup souvent sur les plus jeunes, à l'école, au collège, ok, mais au lycée. Vous êtes professeur ou parent d'élève? Je suis chef d'établissement. Chef d'établissement. Bon, je reconnais que j'interviens rarement en lycée. Mais si je reprends les quelques propos, mais la salle peut répondre à votre question également. Hein, je suis là pour. Je me dis, alors, au lycée, il y a un écueil qui est très important, un obstacle très important, c'est l'examen. Il y a l'orientation. Il y a le bac. Hier soir, nous avons parlé de l'orientation. Moi, j'ai mis en avant, le projet d'établissement. Je suis dans un lycée également. Je crois qu'aujourd'hui, il est évident,
il me semble très important que ce projet d'établissement soit également questionné. Et que les termes qui soient à l'intérieur, comme j'ai dit, qui sont à l'intérieur, comme j'ai dit précédemment, mais ne soient pas que des habillages, ou etc. Il faut absolument que ces termes soient posés, soient décryptés, soient partagés, fassent sens. Ensuite, au niveau des examens, je me dis quand même deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, ce que je trouve important, je vous remercie monsieur, ce que je trouve très important, c'est qu'un jeune... C'est sauvé, ça marche. Merci. Ce que je trouve très important, je n'ai pas de réponse, mais écoutez, ce que je trouve très important au niveau d'un lycée, c'est qu'un jeune, au moment de l'examen, arrive avec une estime de soi et une confiance suffisante. L'estime de soi, pour moi, c'est le carburant des apprentissages. Et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit au jour le jour, dans une situation de confiance, dans une situation de sécurité. Donc je pense que dans un lycée, il est important que ces jeunes arrivent avec une bonne estime d'eux-mêmes. Deuxièmement, je constate quand même qu'au niveau des examens, ça va trop lentement. Mais il y a quand même de plus en plus d'aménagements qui sont possibles. J'ai écouté l'autre jour, les élèves allophones, depuis très peu de temps, sont autorisés désormais à avoir le dictionnaire avec eux lors des passations d'examen. Ça nous semble une évidence, mais ce n'était pas en place. Donc ça approche. Donc ce que je dis à mes collègues de collège aussi par rapport au brevet des collèges ou autres, je dis que nos jeunes arrivent surtout avec une confiance de soi suffisante, une estime de soi. Ensuite, on peut très bien dire à un jeune qu'effectivement, par rapport... Attention, on n'est plus en évolution, on n'est plus en évaluation. On est face à un contrôle. Que de confusion faisons-nous au jour le jour? Lorsqu'un jeune est fait face à un contrôle, c'est que là, on veut mesurer son positionnement par rapport à une norme qui a été mise en place, et on peut décider de manière totalement arbitraire qu'à partir de tel niveau, on peut être admis, et ne pas admis, mais c'est totalement arbitraire. Et on peut montrer à un jeune, dire que, oui, dans son cursus, il s'avère que le passage de cette épreuve, de ce contrôle, pour lui, risquait quelque chose d'irréalisable, et dans ce cas, à partir de ce potentiel, on ne va pas faire une orientation par défaut, mais on va mettre en place un accompagnement qui va prendre en compte sa réalité. Donc je crois, j'ai envie de vous dire, madame, je n'ai pas de réponse toute faite, mais gros travail au niveau d'une équipe sur les différents concepts, sur le projet, et sur quel type de jeunes on tend à développer pour demain. Oui, je vous donne le micro. Bonjour, donc moi je suis maman d'un enfant qui est en difficulté et pour répondre aussi peut-être au chef d'établissement qui vient de poser la question, c'est que en fait le principal c'est la coordination de tous les participants, du directeur d'établissement, en passant par les enseignants, en passant par l'écoute du parent et en passant par l'écoute du jeune. Nous, cette année, il a été créé au sein de l'établissement un dispositif Ulysse. Fort heureusement, mais là c'est très 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 compliqué parce que on doit passer par la MDPH, c'est très long, la reconnaissance elle est très très longue. Mon fils n'est pas au bout du chemin, mais fort heureusement, on a eu la chance d'être avec un chef d'établissement, avec des enseignants qui ont su écouter, qui ont su voir qu'effectivement l'enfant, malgré qu'il n'était pas au bout du diagnostic, avait de grosses difficultés. Pour d'autres raisons, il a eu la chance, enfin quelque part, malheureusement, il a eu la chance d'être quand même à la NDPH, donc d'être aidé à rentrer dans le dispositif Ulysse. Et alors, c'est un enfant qui était l'année dernière en première, qui a fini avec des notes assez basses. Et, la moyenne générale en troisième trimestre, c'était de 10, donc il est en terminale générale, donc pas pro. On lui a dit, comment dire, on comptait pas trop dessus, enfin on n'avait pas trop d'espoir dessus. Et
Bien entendu, on n'a pas les résultats, hein, mais quand même, quand on voit que ce gamin en terminale a des moyennes générales, premier trimestre au-dessus de 13, deuxième trimestre au-dessus de 13, troisième trimestre au-dessus de 14, on ne sait pas les résultats de son bac, ce que ça va donner, mais bravo Ulysse, bravo à tous les enseignants et bravo au chef d'établissement qui est concerné. Et voilà. Merci, un grand merci. Merci pour cette prise de position. Oui, c'est un témoignage que je trouve très très intéressant parce qu'il est évident qu'il se fait un travail remarquable, mais il est évident que le travail qui se fait aujourd'hui dans nos établissements, il y a un réel dynamisme. C'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas linéaire. On avance, on rencontre un obstacle, ça prend du temps, c'est irrégulier, c'est chronophage, mais nous continuons à avancer. Il y a des réalisations remarquables qui se font là-dessus. Madame, oui. Bon. Et même encore aujourd'hui, même avec ces notations... Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, une des clés également, sur lesquelles on a beaucoup à travailler. Amener ce jeune, ça se travaille dans une salle de classe. La confiance, ça se travaille également. Merci. Monsieur, là, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, si vous pardon. Bien, il y avait déjà deux demandes. J'avais juste une question. J'aimerais savoir s'il y a des dispositifs qui existent qui prévoient... une continuité pour les enseignants de connaître tous ces nouveaux troubles qu'on rencontre aujourd'hui, comme le TDAH, les constellations 10, l'autisme, HPI, ainsi de suite, afin que les enseignants puissent mieux accompagner les élèves et que l'inclusion se fasse... D'accord. Oui, merci madame. J'élargis votre question un petit peu au niveau des accompagnements possibles. Volontairement, je n'ai pas prononcé le mot de communauté éducative, comme on entend très souvent, parce qu'aujourd'hui, je trouve que la communauté éducative, c'est presque un petit peu trop... Enfin, on a une connotation, on va limiter ça au niveau de l'établissement scolaire. Il y a aujourd'hui des structures, je pense aux EMAS, les équipes médico-sociales, qui sont en place et qui peuvent se déplacer, qui peuvent venir dans les établissements scolaires pour répondre à des questionnements que se posent les enseignants. Il y a ce qu'on appelle les DITEP. Ce sont des dispositifs dont les personnes qui ont des compétences spécifiques, par exemple à des problèmes comportementaux ou autres, peuvent se déplacer et venir dans les établissements pour aider les enseignants à répondre à ces problématiques que nous rencontrons. Donc, je ne peux pas faire l'inventaire selon votre région de tout ce qui se passe, mais n'hésitez pas à essayer d'inventorier, voir ce qui se passe dans le secteur, mais il y a de plus en plus de structures. Et je crois qu'aujourd'hui, je souhaite que ça puisse être développé. On fait en sorte que les différentes cultures se rencontrent. La culture des enseignants, la culture d'éducateurs spécialisés, la culture de personnes qui sont avec tel type de jeunes. On a tout intérêt à se partager. Mais EMAS, DITEP interviennent et encore beaucoup d'autres personnes. Puis après, il y a des formations spécifiques sur des troubles des apprentissages. Oui. Madame ou... Ça y est, le micro arrive. Alors, je voulais juste dire bravo aussi à tous ces établissements. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, si on peut s'écouter, je vous remercie. Madame ? Alors, je voulais juste dire bravo à tous ces établissements qui mettent en place les PAP. Oui. Parce que les PAP avec les évaluations sont très importants pour les élèves justement en troubles des apprentissages. Des apprentissages, parce que c'est un vrai accompagnement et par rapport justement à cet accompagnement pour ces élèves et ça leur donne une confiance de justement, alors moi je parle de collégiens et oui, qui peut être mis au lycée aussi, oui. Et qui peut leur donner une confiance en eux et justement pas le dégoût de l'apprentissage. Tout à fait. Parce qu'on adapte par rapport à ça. Merci pour cette précision. Le PAP est un projet d'aide spécifique pour des élèves qui rencontrent des difficultés qui s'installent un petit peu dans la durée. Et ce qui est intéressant pour le PAP, c'est que c'est un dispositif qui est tacitement reconductible de la même année jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire et qui va demander aux équipes non pas de maintenir les mêmes formes d'accompagnement, mais de continuer à répondre de manière précise aux besoins identifiés de ce jeune.
Et il y a en plus dans les textes officiels différents documents qui traitent des aménagements possibles au niveau de cycle 1, cycle 2, cycle 3, collège, etc. C'est un outil qui est bien intéressant et qui permet de faire l'économie du passage devant une MDPH. Par contre, avec un PAP, on ne peut pas mettre d'aménagement ou de compensation qui a un coût financier. Mais c'est intéressant. Merci, madame, de votre précision. Merci. Moi, j'ai juste une question. Tout à l'heure, vous avez parlé un chef d'établissement qui vous a dit « je ne suis pas concerné parce que je n'ai pas d'élèves oui. ». Ben, ma question, c'est ça. Comment on peut les, leur expliquer ou les faire rentrer dans le système ou j'en sais rien comment faire entendre cette situation hein. C'est une très bonne question. Si on le fusille, ça va faire tâche. Non. On va éviter cette option. Non, je pense que là, si vous voulez, c'est un travail de formation, c'est un travail auprès de nos tutelles, nos tutelles diocésaines. Je pense qu'il y a de plus en plus quand même de la formation qui se met en place pour des chefs d'établissement. Moi, j'aime beaucoup rencontrer des chefs d'établissement, comme je l'ai été moi-même. Les chefs d'établissement, je pense qu'il y en a ici parmi vous, ce sont les gens quand même qui sont les chefs d'orchestre de cette mise en musique. Hein. Non, un chef d'établissement qui n'est pas partie prenante dans ce projet d'éducation inclusive, il est évident que derrière, ça va être très difficile. Donc, je crois beaucoup à la formation, et on en a parlé un petit peu hier soir en table ronde, et je pense que nos instances enseignement catholique sont conscientes de cette question-là. La formation, c'est essentiel à tout niveau. Donc, il y a bien sûr à toujours exiger que cela soit en place. Et puis, bon, les choses bougent lentement. Mais c'est vrai, quand j'ai ce genre de réflexion aujourd'hui, j'ai du mal à l'entendre. Voilà, je n'ai pas de réponse toute faite, mais formation, formation, formation. Oui, merci monsieur. Je suis directeur diocésain et je voulais poser une question sur on avait un obstacle ou une difficulté qui est du côté des très bons élèves. Oui. Et je fais exprès, et je mets 10 guillemets. Très bons élèves, très bons établissements, très bons parents, très bons professeurs, très bons chefs d'établissement, et j'ose le dire, très bons directeurs diocésains. Très bien. Vous avez raison. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a un paradigme, vous en parliez tout à l'heure, qui demeure. Oui. Et je pense que pour changer de paradigme, il faut que chaque partie soit gagnante. Il y a un jeu du gagnant-gagnant. Et je pense qu'un des obstacles vraiment majeurs, et que j'entends vraiment, avec beaucoup d'attention et de bienveillance, c'est comment inclure dans l'école inclusive les très bons élèves. Les 3 petits points, pour leur permettre de comprendre qu'il y a quelque chose à gagner. Et ça, je pense que c'est un aspect qu'il faut travailler un peu plus et mettre en évidence un peu plus, parce que c'est une très grosse partie, me semble-t-il, du chemin qui pourrait se faire plus facilement. Merci, monsieur, de votre question que je trouve très, très pertinente et pour laquelle je pense que je vais répondre sur 2 points. Premièrement, pour ces jeunes, pour lesquels moi j'ai beaucoup de respect et je vois l'élitisme, c'est quelque chose que je ne suis pas. Non, les élèves, les élites, je trouve que c'est très important. L'élitisme, c'est autre chose. Et j'ai envie de dire dans nos écoles 2 choses. Premièrement, dans l'éducation inclusive, ces jeunes, ces excellents élèves, ont tout à gagner à être confrontés à la diversité. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que dans un travail de coopération, par exemple, ils vont se rendre compte qu'ils vont être avec des jeunes qui vont fonctionner différemment. Et ils vont se rendre compte, si ce travail est bien mis en musique par l'enseignant, à qui j'ai fait toute confiance, que ce jeune à côté d'eux, qui n'a pas les mêmes compétences, va à un moment donné apporter peut-être une touche à laquelle on ne s'attendait pas, et qui va permettre que le produit fini soit un produit de qualité auquel chacun puisse se l'approprier. Deuxième point, je dirais, l'établissement a un rôle majeur à jouer en évitant l'écueil de l'élitisme. C'est-à-dire ce jeune qui va réussir sa performance en mathématiques, je vais lui dire, ta performance en mathématiques est très satisfaisante. Ta performance en mathématiques. Mais ce n'est pas pour cela que tu te trouves, tu es Dieu le Père.
Ce qui veut dire que demain, dans une situation dans laquelle on va être confronté avec la diversité, on va peut-être s'apercevoir que face, et plus tard dans la société, face à n'importe quel aléa, que ce jeune, brillant élève, peut être totalement démuni face à une situation où un jeune avec un profil autre sera à même de faire un pas en avant. Et ça, j'ai envie de dire, nos établissements, et nos établissements catholiques en particulier, c'est une forme de respect de chacun de respect, c'est-à-dire ne pas tromper le jeune qui est devant nous. Tu es performant dans une telle ou telle discipline, mais sur le plan humain ou autre, tu es l'égal de chacun. Oui. Et je crois que là, encore une fois, quand je parle de nos projets, voilà encore des concepts à creuser là-dessus. Oui. Je vous remercie pour votre question. Oui, c'est les 2 points qui me viennent tout de suite à l'idée. Cette rencontre, et je fais le pari que plus tard, ce jeune brillant, lorsqu'il sera en position de responsabilité dans notre société, sera peut-être à même de faire des choix qui vont prendre en compte davantage la diversité des jeunes qui l'entourent. Peut-être qu'on pourrait faire le pari, osons faire le pari, qu'on évitera des situations conflictuelles comme on a pu connaître dans les années passées dans notre société. Nous avons un sacré rôle à jouer. Peut-être. Merci. Peut-être pour compléter vos dires, Monsieur Joguet, je suis là. Je ne vois pas. Oui. Peut-être pour compléter aussi vos dires et pour répondre à Monsieur, c'est vrai que le cœur de notre métier, c'est bien la préparation de classe. Et préparer sa classe, c'est aussi prendre en compte, bien sûr, les très bons élèves. Et c'est là la place de la différenciation. Et il faut absolument que notre État comprenne qu'il faut mettre en place, maintenir, renforcer la formation dont vous parliez juste avant. Il est évident que plus les professeurs seront formés à la différenciation, plus les enfants, que ce soit les très bons élèves ou les enfants en difficulté, les enfants qui ont un dossier MDPH, les enfants à besoins particuliers, pourront être pris en charge. Et c'est ça. Et il me semble que cette formation manque de moyens actuellement et le robinet se ferme un petit peu. Il n'y a que quelques petites heures de formation dans l'année. Et il faut, et je vous rejoins, que le projet d'établissement soit bien identifié, écrit, réfléchi, écrit, identifié, parlé, communiqué aux familles et vécu au quotidien tout au long de l'année pour qu'effectivement tous les enfants soient pris en compte, y compris, monsieur, les très bons élèves. Merci, madame. 3 petites remarques toutes simples suite à votre question qui dit tout quelque part. N'oublions pas que toutes les adaptations à la différenciation qui est mise dans nos classes, en principe, on constate sur le terrain que beaucoup d'élèves vont en tirer profit. On va mettre en place une compensation, une différenciation, et on voit des profils d'élèves auxquels on ne s'attendait pas à en tirer profit. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la classe où les élèves avaient plusieurs possibilités pour rejoindre des lieux d'exercice qui étaient gradués dans la difficulté, il y avait en plus également tout un lieu dépannage où les élèves pouvaient aller chercher tel ou tel document si momentanément ils n'étaient pas à même de retrouver l'information, etc. Et cela, très souvent, on s'aperçoit. Il y a plusieurs remarques. Il y a l'élève très fier qui va finir son exercice en disant « Vous savez, j'ai fait l'exercice aujourd'hui sans me diriger vers la table d'aide spécifique qui était là. » Alors que d'autres élèves que l'on sentait relativement sur d'eux, on dit ce matin, heureusement qu'il y a eu ça parce que c'était quelque chose qui était difficile. Ça, c'est la première des choses que je trouve importante. Vous voyez. Ensuite, vous parlez, c'était mon premier propos, vous parlez les projets communiqués aux parents, les projets réalisés avec les parents. Il faut que dans ces projets d'établissement, les parents soient partenaires, soient entendus. Il faut qu'ils puissent être force de proposition. Et il faut qu'on trouve un terrain de partage, d'entente pour que cela se passe au mieux. Oui.
J'ai un troisième point qui m'a échappé, il reviendra peut-être. Mais merci pour votre question, madame. Et la formation, oui. La formation, mais bien sûr. Alors, la formation, voilà mon troisième point. Soyons optimistes. J'ai vu ce matin rapidement l'annonce d'un nouveau ministre. Moi, c'est comme tout enseignant dans une classe par rapport à tout élève. J'ai un a priori de compétence, toujours. Et par rapport à cette personne qui est nouvellement nommée, je me réjouis à plusieurs niveaux. Et je me dis, avec un a priori de compétence énorme que j'ai par rapport à ce monsieur, je rentre juste du Sénégal faire un petit peu de travail de formation, je dis c'est marrant, il y a quelque chose qui entre en corrélation, et peut-être que les choses vont bouger sur ce secteur-là, mais comme vous, soyons vigilants et puis faisons remonter nos demandes. Merci pour cette question, madame. Peut-être quelques dernières questions. Devant d'abord. Bonjour, madame, oui. Je m'appelle Laurence Lénard, j'ai animé tout à l'heure un atelier sur le bien-être. Très bien. Et c'est vrai que... J'aurais aimé y être, mais j'ai pas pu. Je me suis pas grave, on fait une séance tout à l'heure. En tout cas, ça, c'est clair et net. On se disait avec Alvina que ce qu'on met en place, en tout cas dans notre groupe scolaire, va complètement dans ce que vous proposez au niveau de... Excusez-moi, c'est affreux. C'est pas un souci. J'ai un téléphone ultra moderne et je ne sais pas trop encore ça va. Je suis prêt de m'excuser. Madame, excusez-moi. Donc en tout cas, la prise en compte du bien-être de l'enfant fait en sorte que automatiquement son estime de soi, en tout cas, pas automatiquement, en tout cas on va l'aider à avoir une meilleure estime de lui, oui. Une meilleure confiance en lui, et ça y joue. Mais mon propos va être plus aussi sur la question très, très pratique de l'assemblage des élèves dans les classes. Oui. Je pense qu'une des clés peut-être aussi... entre guillemets de réussite ou de cohésion dans la classe, elle est aussi dans l'assemblage des élèves quand on commence à les connaître avec leurs particularités et leurs demandes. Parce que moi je le vois en intervenant comme ça dans les classes, je vois bien qu'il y a des déséquilibres. Il y a des classes où... Des milieux détonnants. Ah bah complètement. Et on se retrouve avec des classes, surtout en collège, où on va avoir bizarrement les élèves qui ont le plus besoin ensemble. Et bizarrement, on va se dire, dis donc, cette classe est difficile. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des outils ou des conditions, des paramètres en fait à transmettre justement aux personnes qui vont réaliser ces assemblages? J'aurais pensé finir sur une question aisée. C'est pas le cas. Peut-être pour la compléter, ce que M. Perrier appelle l'hétérogénéité raisonnée. Oui. C'est-à-dire pour faire peut-être un parallèle, puisqu'on parlait des compétences psychosociales, et votre circulaire était un peu sèche, donner plus à ceux qui ont moins, mais pour reprendre le propos du directeur diocésain, ne pas oublier de donner aussi à ceux qui captent. C'est aussi les frères salésiens, l'enseignement catholique, c'est sa caractéristique. Et je ferai peut-être un parallèle pour les compétences psychosociales au service militaire, bon, il y a longtemps, avant qu'il soit dévoyé. Je veux dire, avant que le gars qui avait fait HEC ou l'ENA, son père passait un coup de fil, il se retrouvait en volontaire au poste d'expansion économique à Washington, et il restait plus que celui sans piston qui cassait le caillou l'hiver à la courtine. Mais avant que ce soit ça, pour allumer un feu à la courtine par -10, eh ben, le dentiste ou l'énarque était bien content qui est le gars qui avait un CAP de je sais pas quoi à l'époque, qui lui dise, ben voilà comment on allume le feu l'hiver. Et là, le groupe faisait sens. Et ça serait peut-être idéal. Donc l'hétérogénéité raisonnée, parce que nous, parents, on va tous dire, oui, prenons tout le monde, mais aussi, voilà, il faut ajuster les choses. Oui, je cautionne votre réponse. Merci. Oui. Désolé de vous avoir aidé. Monsieur, peut-être une dernière question là-bas, s'il vous plaît. Oula. Allez, donc l'avant-dernière. Les deux dernières questions. Allez, les deux dernières questions. Bonjour, merci. Moi, je suis maman. Oui. Et présidente d'Appel. Ma question, plutôt une remarque. En fait, on parle beaucoup de formation des enseignants, notamment, mais comment former les parents aussi face à l'inclusivité? Comment casser un peu aussi toutes nos idées reçues sur... vous essayez justement de changer, de ne plus parler d'handicap, justement parce que c'est une notion très, très négative, mais notamment aussi chez les parents. Et comment nous former, comment nous prendre conscience que on ne parle pas d'handicap, mais on parle d'enfants différents, et bien justement sûr. Pour accompagner nos enfants, oui. Justement, et leur donner confiance, justement, et avoir cette écoute
vis-à-vis de nos différents établissements et établir le vrai partenariat. Parce que comme vous l'avez dit, nous devons aussi être partenaires. Bien sûr. Et donc accompagner nos enfants et vraiment les aider à prendre confiance en eux, quelle que soit justement leur particularité, que ce soit des très bons élèves ou des élèves en difficulté. Comment nous naviguer dans tout cet écosystème? Oui, alors oui, je comprends, madame, merci de votre question. Oui, pourquoi aujourd'hui j'ai voulu démarrer par quelque chose qui n'est pas forcément le plus drôle, c'est le cadre législatif, parce que je trouve que c'est important que vous soyez formés. Alors ensuite, ce que je constate ici, bon, moi il m'arrive d'être appelé sur un secteur par un président d'appel qui me demande de venir pour rencontrer des personnes et faire un travail de formation auprès de ces personnes. Ensuite, on peut demander à, je me rappelle, chef d'établissement, il est évident que nous proposions des temps de partage avec les parents d'élèves intéressés régulièrement, parce qu'on trouvait tellement important qu'il y ait cette cohérence entre notre réflexion équipe enseignante et réflexion des parents. Je crois que là, n'hésitez pas à être fer de lance, à prendre des initiatives sur votre secteur, mais il n'y a pas de réponse toute faite, mais moi je crois beaucoup aux initiatives locales, initiatives qui viennent du terrain. Si vous sentez que c'est une priorité, une préoccupation, avec vos moyens, prenez en compte ce levier et faites-le bouger. Ayez confiance aussi. Je ne vais pas vous dire beaucoup plus. Alors, on est malheureusement très pris par le temps, donc j'ai promis la dernière question, je vais la prendre. Je voulais juste, moi, pour vous permettre après de faire votre conclusion, dire qu'au nom de l'appel, à tous les parents qui sont là, les correspondants ICF, information et conseils aux familles, dans les établissements au niveau des départements, sont là aussi pour mettre en relation les parents qui en ont besoin avec, par exemple, les MDPH, avec différentes associations. Et ça va loin, puisque maintenant, effectivement, on peut rentrer à Polytechnique quand on a un besoin éducatif particulier, heureusement. Et donc, tout l'enseignement supérieur, les universités sont ouvertes. D'ailleurs, sur Parcoursup, si on a un enfant qui a besoin d'éducatif particulier, il y a des cases à cocher. Je laisse donc la dernière question, et après, je vous laisserai conclure. Vous voulez poser une question ? Bonjour, Monsieur. Je suis président de l'appel de l'école Joie de Vivre à Strasbourg, et donc on a 2 classes d'Ulysse. Deux classes d'Ulysse. Oui, d'Ulysse, oui. Et donc tout ce qui se passe dans l'école, il y a plein de choses super qui se font. Par contre, une de mes difficultés en tant que président de l'appel, c'est que j'ai aucun parent d'élèves des enfants Ulysse. Et c'est une grosse difficulté que j'ai parce qu'ils ne viennent jamais aux réunions. Donc c'est plutôt une question générale. Comment faire pour inclure les parents? Très bonne question. Et juste pour compléter, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une situation de handicap, les gens se sentent complètement isolés. Du coup, en fait, c'est le parent, moi, on vient me voir et les gens se sentent complètement isolés et se mettent à l'écart et s'excluent au lieu de s'inclure. Et c'est ce que je trouvais un peu dommage en tant que président. Voilà. Merci. Si je raisonne en tant qu'enseignant, je dis vous nous décrivez une situation qui questionne sacrément et qui montre qu'il y a une difficulté sous-jacente très importante. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné en formation toute une équipe à Strasbourg, gros établissement, sur l'éducation inclusive, et à la fin, il y a un professeur qui vient me voir pour m'écouter, il dit, écoutez, moi je suis d'accord avec vous, mais tout élève qui rentre dans ma classe, collège, et qui bénéficie d'une compensation, il a 3 points de moins automatiquement à la production. Ça date mois d'octobre-novembre, gros établissement, et cet établissement, en arrivant, j'ai demandé au chef d'établissement, je resterai un petit peu obscur, si on pouvait me présenter, j'aime bien en arrivant demander le projet d'établissement. Et là, j'ai senti un blanc. Oui, non, mais on ne devrait pas tarder à... Il faut qu'on le cherche, qu'on s'y remette. Il n'y avait pas de projet d'établissement actualisé. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui, pour moi, devait être travaillé. Et votre question me semble sacrément importante. Il faut que des gens qui, aujourd'hui, des personnes, des parents, qui font confiance dans nos établissements pour accompagner des jeunes à besoins éducatifs particuliers, il faut absolument que cet établissement fasse en sorte de se mettre en route vers ses parents, les accueillir.
Mais je me dis, c'est un travail avec le chef d'établissement, c'est un travail avec l'équipe, en signalant avec beaucoup de simplicité votre observation. En disant que quelque part, pour moi, ça traduit une faille, il y a une lacune. Et cette lacune, en toute humilité, je pense qu'il faut la prendre à bras le corps, il faut en faire une analyse, et je pense qu'on va trouver des réponses. Mais gardez votre questionnement, ne le laissez pas tomber, essayez de le partager. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus, mais là aussi confiance. Voilà. Nous arrivons au bout de cette présentation, juste en 2 mots. J'ai envie de vous dire, parents, ce qui me semble très important, peut-être que vous avez remarqué, c'est le travail en équipe. Il faut absolument que dans ces établissements, si vous voulez, vous puissiez avoir votre place. Et votre place, elle va être caractérisée, je le répète, j'ai dit, par votre force de proposition, votre capacité votre force de proposition, la possibilité d'être entendu par l'équipe. Et par ce sentiment de confiance dont a parlé hier soir M. Antipi, dont je garde une image très forte de ce qu'il a dit, hein, cette notion de confiance. Il faut que ce soit en place chez vous, il faut que ça se matérialise constamment. Au niveau des enseignants, j'ai envie de dire, il faut que sans cesse nous travaillions à la qualité de l'enseignement pour répondre mieux à la pluralité, si vous voulez, des besoins qui sont en face de nous. Ça, c'est important. Ensuite, dernier point, je termine, la mise en place de choix pédagogiques adaptés, c'est très bien. Mais ces choix, il faut qu'ils soient en cohérence avec certains principes éthiques qui nous habitent. Et je dis, lorsqu'on prend en compte la singularité d'un jeune, lorsque on respecte la dignité de ce jeune en répondant à ses besoins, ne sommes-nous pas là en train de mettre en place un chemin qui va vers la paix? Et je me dis, si nous osons, chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous mettre en résistance contre certains conservatismes quand même qui nous habitent, si nous osons une micro-révolution intime peut-être pour questionner nos représentations, n'y a-t-il pas là la possibilité de faire en sorte que ce chemin vers la paix devient une voie excessivement large où chacun de nos élèves pourra l'arpenter en toute légitimité, se sentant reconnu avec ses potentialités et sa personnalité. Cet enjeu-là. Merci de votre attention.